Bonsoir. Conscience libre. La conscience libre, nouveau mouvement politique, le dernier né des mouvements politiques. Ce soir, nous recevons son président, Wilfried Kivouvo. Nous allons comprendre la vision de la conscience libre. Pourquoi conscience libre? Nous allons évoquer aussi les questions de l'heure avec Wilfried Kivouvo. Bonsoir une fois de plus. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonjour, cher monsieur. Alors, la première question, pourquoi la conscience libre? Alors, pourquoi conscience libre? La conscience libre, c'est le résultat d'un processus. C'est le fruit d'une réflexion qui dure depuis bientôt quelques années quand même, et qui tire sa source sur les réalités d'un pays que vous connaissez très bien, que tous les Congolais, surtout ceux qui ont vécu ici depuis toujours, savent comment ce pays qui était destiné à un bel avenir, aujourd'hui suffoque. Et une question est revenue régulièrement dans les discussions, ou dans la tête des Congolais, c'est de se dire que faire pour changer l'ordre des choses. Et la conscience libre donc s'inscrit à la fois dans cette réflexion, mais aussi surtout être une promesse de liberté. Ce pays se bat depuis ses indépendances, puis a connu une conférence nationale qui a mis en route une démocratie. Et au fil du temps, on se rend compte que ces démocraties n'étaient plus qu'une simple promesse. Il fallait la construire, il fallait la consolider, il faut la vivre simplement. Et la conscience libre se définit comme à la fois objectif, mais finalité aussi, de participer à cette belle œuvre. Alors, nous allons parler de vous avant de poursuivre le développement de la vision de votre mouvement. Vous êtes certainement nouveau pour la plupart des Congolais parce qu'ils sont habitués à d'autres visages. Aujourd'hui, c'est Wilfried Kivouvo qui parle politique. Vous allez nous parler de vous d'une manière synthétique. Et la question, c'est de savoir pourquoi êtes-vous lancé en politique? Pourquoi toujours la politique? Ça devient un business? Pourquoi toujours la politique? Oui, la question peut se poser, puisque l'on considère souvent dans notre pays que tous les Congolais seraient très politisés. Mais c'est aussi la conséquence d'une situation générale qui considère la politique comme à la fois la plaie de cette société. Mais depuis ces derniers temps, s'est développé un autre phénomène. Évidemment, c'est de considérer qu'on peut arriver en politique, s'y installer, et puis gagner rapidement ce que l'on aimerait faire de sa vie. Non, moi je ne m'engage pas en politique aujourd'hui pour régler quelques soucis. C'est facile de le dire, me dira-t-on. La conscience libre qui évidemment fait partie de cette expérience à laquelle je appartiens est un engagement. Et j'inscris mon propre engagement dans cette aventure. Un engagement non pas pour faire de la politique, pour la politique, mais un engagement qui ne soit pas opportuniste ni conjoncturel. Alors ça veut dire beaucoup de choses. Pourquoi je fais de la politique ou que je m'engage aujourd'hui en politique? Si je n'ai pas eu une activité politique active, pour me répéter, c'est simplement parce que je ne trouvais pas forcément de raison, que je ne me sentais pas tout à fait prêt à m'y engager. J'ai fait plein d'autres choses, puisqu'une société, c'est pas que de la politique. Aujourd'hui, il y a un appel, je dirais, sournois, d'une société qui convulse, qui souffre. Et la plupart du temps, dans l'histoire des sociétés, lorsqu'une société se porte mal, il est du devoir des élites de s'organiser. Si la politique est le lieu où s'est produit tous les maux, Si on vous comprend bien, ça veut dire que vous arrivez en politique parce que vous constatez que le Congo est malade, que la société va mal. Vous allez essayer, parce que sur votre document, vous avez parlé de comprendre le Congo. Pour vous, il faut d'abord comprendre le Congo. Alors, dans la compréhension de votre propre pays, qu'est-ce que vous avez constaté? Qu'est-ce qui ne marche pas concrètement? Ah, mais beaucoup de choses ne marchent pas. Vous le savez comme moi que il y a encore 40-45 ans, j'étais en train de naître lorsque les dirigeants actuels se mettaient dans la démarche qui a
qui est encore en place, qu'on appelle le système prédominant actuel, ben, nous promettait qu'il y aurait des barrages, qu'on aurait Vous parlez des construit barrages hydroélectriques. des barrages électriques, qu'on aurait Voilà. construit des hôpitaux, que des industries devraient sortir de terre, que l'éducation, puisqu'à cette époque quand même, on peut le reconnaître, le Congo avait les taux de scolarisation les plus élevés en Afrique au sud du Sahara. Tout ça, ces belles promesses n'ont aujourd'hui pas une réalité assez visible. Et Est-ce que vous n'êtes pas déconnecté de la réalité? Parce que quand vous parlez des barrages, il y a le barrage d'Imboulou, le barrage de Louisso en construction, puis il y a les hôpitaux réhabilités. En ce moment, il y a un projet de construction des hôpitaux généraux dans tous les départements du Congo. Pourquoi vous parlez de belles promesses ou encore des promesses irrationnelles? je peux me féliciter de ce qu'un certain nombre de choses se font. Mais ça s'est fait toujours depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. Toute la question est de savoir ce qui se fait, s'intègre bien dans ou répond précisément aux attentes des populations. La question c'est de savoir comment ça se fait qu'on ait depuis des années investi dans pas mal de domaines, mais que la majorité des Congolais vivent dans la pauvreté absolue. Certaines statistiques, parce que les statistiques dans ce pays ne sont pas souvent disponibles, ou parfois quand elles sont produites, elles ne sont pas assez fiables. Il se trouve que dans certains cas, on évoque plus de 50% des Congolais qui vivraient en dessous du seuil de la pauvreté. Alors, que s'est-il passé? Il n'y a pas de couverture maladie, par exemple, dans ce pays. Allez à l'hôpital, je ne vous apprendrai rien. Enfin, si vous voulez, chaque Congolais aujourd'hui est devenu presque expert de sa réalité. Et je n'ai pas besoin, moi, d'aller chercher des illustrations, tant il suffit d'ouvrir ses yeux pour voir l'environnement qui nous entoure, pour comprendre que ce pays ne se porte pas bien. Vous parlez de l'enseignement, de l'éducation tout à l'heure. Comment vous la trouvez, je parle de l'éducation, par rapport aux années passées? Vous l'avez dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, l'enseignement est devenu catastrophique, que rien ne marche. Vous la trouvez comment aujourd'hui, l'éducation? L'éducation, de manière générale, comme pour creuser, si vous voulez, un tout petit peu, ma conception de l'éducation se construit à partir de la place que l'on donne à l'université. L'université de manière générale, pas en tant que structure, mais en tant que contenu. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, contrairement à ce ce qui se passait encore il y a quelques années, il y a une vingtaine, une trentaine d'années, c'est que tous les rapports le montrent. Toutes les statistiques, y compris de l'UNESCO, montrent que, dans le cas du Congo, nous n'apparaissons nulle part dans aucun palmarès. Première chose. Deuxième chose, allez faire un petit tour et regarder le niveau aujourd'hui que présentent, je vais dire, les produits de cette école. Pour preuve, eh ben, il y a un chômage massif, alors que semble-t-il, cette économie qui fait des taux de croissance de 8-9%, chercherait des main-d'œuvre, une main-d'œuvre qualifiée ou des têtes bien faites. Il y a inadéquation, premièrement. Mais il y a eu un autre phénomène. Et ça a commencé, je pense, depuis le début des années 80, où on affichait d'ailleurs même des listes additives aux résultats. Quand un examen était proclamé, quelques temps plus tard, on affichait des listes additives, des gens qu'on rattrapait avec des 8, des 9 forts. En fait, on a commencé à déstructurer un système par la facilité. La corruption. Tout le monde sait, il est de notoriété publique ici, qu'une note peut s'acheter. Et dernière chose que j'aimerais évoquer là-dessus, et ça, j'aurais pu commencer en fait par ça, c'est qu'il n'y a pas de politique. Une politique en matière d'éducation. Une politique, de mon point de vue, ça consiste à quoi? Non seulement à définir des contenus qui prennent en compte un certain nombre de réalités pour former les citoyens, les Congolais, qu'ils soient capables de se prendre en charge, de comprendre la vie, de comprendre la société, l'environnement dans lequel ils vivent. Mais c'est aussi de les rendre utiles à leur société, de les rendre utiles à l'économie. Quand est-ce que, pour la dernière fois dans ce pays, il y a eu un véritable débat sur les contenus et les finalités de l'éducation? Mais vous parlez du débat, vous parlez du contenu, mais le gouvernement a consacré 2 années pour soigner l'éducation, 2 années à l'éducation. Vous pensez que rien n'est fait de tout ce que vous dites là?
Oui, je ne serai pas dans un réductionnisme manichéen pour considérer que tout va mal ou tout va bien dans un cas ou un autre. Non. Ce que je dis par rapport à l'éducation, c'est que 2 années consacrées à l'éducation. Très bien. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui quelle est la différence entre le moment où on a consacré ces 2 années à l'éducation en termes d'investissement, hein, parce que d'après un rapport produit par, je crois, la mission de l'Église catholique, ici, le budget de l'éducation représente 4% du budget national, si j'ai bien compris, selon ce rapport. 4%, ça ne peut pas être considéré comme une priorité, alors que l'éducation, dans beaucoup de Ça a pays, été augmenté à 10% si, avec si ma mémoire ne 10%, me trompe pas. même à 10%, on n'aurait rien fait. Mais résultat de course, regardez l'état dans lequel étudient les enfants dans ce pays. Il y en a qui sont même encore aujourd'hui à prendre les cours à même le sol. Regardez ce qu'est la condition du personnel enseignant. Les personnels enseignants, cela ne vous échappe pas, il y a encore 2 ans, même pendant la première année consacrée à l'éducation, menacés de tout arrêter, débrayer pour réclamer ou revendiquer des droits qui ne leur ont pas été accordés, promis et qui n'ont pas été accordés. Regardez aujourd'hui, après ces 2 années consacrées à l'éducation, dans quel état se trouve l'université, l'unique que nous avons. Vous me direz qu'il y en a une autre ou peut-être d'autres qui sont en construction, mais ça fait quand même plus de 54 ans que nous traînons là à attendre des résultats. Donc ce que je veux dire, c'est que s'il y a des efforts qui se font, on peut les saluer. Pour vous, c'est trop tard, il fallait le faire depuis ou... Il n'est pas une priorité de mon point de vue qui passe avant l'éducation. Quand on veut construire... Vous l'avez dit tout à l'heure qu'avant, l'éducation était bien au Congo. C'est après, donc ça veut dire qu'avant... Oui, mais ce qui s'est passé dans les années 60-70 est la continuation d'un système laissé par l'administration coloniale, qui a un tout petit peu survécu à l'épreuve du temps, je puis dire, mais ça n'a pas duré plus de 20 ans. Puisqu'au début des années 80, la décrépitude de ce système d'enseignement, d'éducation en général, s'est mis en place. Vous êtes revenu 50 ans en arrière. Est-ce que vous avez marqué l'arrêt en 97, où le Congo a connu une guerre, vous le savez, des guerres. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que cela a à un moment arrêté la marche du pays et que ce n'est que normal aujourd'hui par rapport à cette guerre qu'on vive ce que nous vivons aujourd'hui? Non, mais je déplore le fait d'abord qu'il y ait eu cette guerre, je dirais, inutile. Bon, hélas, parfois l'histoire des sociétés passe par ce genre de cataclysme. Et puis, mais ça ne justifie pas le fait qu'aujourd'hui le Congo soit en retard. Nous avions une université. Tout a été cassé à l'époque. Nous avions une université avant. Mise aux arrêts, nous avions une seule université à Brazzaville avant 1997. On en a une après, encore aujourd'hui, depuis 17 ans que cette guerre est terminée. Il y avait quoi, quelle usine, quelle société, quelle économie qui a pu être détruite en 1997 et qu'on n'a pas pu, ou qu'il a fallu reconstruire après. Il n'y avait pas d'économie avant, il n'y en a pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Des routes? Est-ce que la guerre a détruit des routes? Ça veut dire qu'il n'y en avait pas. Les routes, c'est maintenant qu'on se félicite du fait qu'on ait quelques routes de plus. Et ce qui n'existait pas avant n'existait pas. La guerre, évidemment, je l'ai dit, je le déplore, qu'on ait pu passer par ce genre d'épreuves. Mais ça ne peut pas expliquer tout. 3 mois de guerre n'ont pas détruit complètement ni l'infrastructure, ni les intelligences. Si les gens étaient intelligents avant la guerre, ils devraient l'être après. Vous savez que la guerre a favorisé beaucoup de choses aujourd'hui. Je parle des antivaleurs. Nous avons, après la guerre, commencé à vivre ce qu'on n'avait pas connu avant la guerre. La guerre a quand même apporté beaucoup de choses de négatives qui, aujourd'hui, à mon avis, a bloqué aussi le fonctionnement du pays comme tel ou a apporté beaucoup de problèmes aujourd'hui. Non, je ne vous suis pas dans ce raisonnement. La guerre ne peut pas expliquer ce que vous appelez comme antivaleur aujourd'hui. C'est curieux quand même de voir qu'une société, plutôt que de s'organiser, de se battre, à promouvoir des valeurs, passe son temps à combattre des antivaleurs. Mais enfin, ceci étant dit, non, la corruption n'est pas le fait de la guerre. Si aujourd'hui les gens se laissent corrompre, provoqueront les autres, c'est pas parce qu'une guerre civile, une guerre serait passée par là. Vous parlez d'antivaleurs, écoutez, que les gens aient perdu le sens de l'État, le sens du respect de la chose publique, le sens de la responsabilité, ce n'est pas le fait de la guerre. Souvenez-vous qu'à la conférence nationale en 1992, qu'est-ce qui n'a pas été dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas pu déplorer? Que ce pays-là a détruit, a massacré ses fils,
que ce pays-là a mal géré ses ressources, que ce pays-là n'a pas été capable de regarder avec, par exemple, la France, les conditions dans lesquelles on pouvait mettre en place un partenariat, une coopération qu'on appelle gagnant-gagnant aujourd'hui. Tout ça a été déploré en 1991 à la Conférence nationale, 5-6 ans avant cette fameuse guerre de 1997. Donc, le processus de dégradation, de la déconfiture du système étatique, les antivaleurs, puisque c'est le terme que vous utilisez, on remonte à bien plus loin que ça. Du fait de la guerre qui se serait répandue, qui se serait installée, non. Je ne pense pas. Vous dites que la guerre n'est pas vraiment responsable de ce que nous vivons, du sous-développement dans lequel le Congo se trouve actuellement, mais qui en est responsable? Alors, question intéressante, mais je vais y aller droit, si vous voulez. La responsabilité de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui ne peut pas être établie de façon simple. Je ferai une réponse de Normand quand même. C'est que toute la société, à un moment ou à un autre, a laissé faire. C'est-à-dire que lorsque un certain nombre de comportements commençaient à s'installer, eh bien, personne n'a pris, personne, sinon collectivement, il n'y a pas eu un sursaut pour arrêter net le chemin que nous empruntions. Après, peut-être si vous voulez une réponse rapide et facile, j'amputerai le tort politique, parce que ce sont les élites politiques ou intellectuelles qui sont à la charge, qui ont la responsabilité de conduire l'État et les structures qui l'entourent. Ça, c'est depuis l'indépendance ou à une période donnée? C'est le deuxième niveau, mais je vais vous dire que au sortir des indépendances, l'État congolais était quasi embryonnaire. Les acteurs étaient pour la plupart, on allait les chercher parfois dans les écoles, dans les universités pour combler le déficit de cadres qui existait à la fois dans l'administration mais aussi parfois au plus haut niveau dans la sphère politique. Et ça n'a pas arrêté parce qu'on a multiplié d'erreurs, de contre-performances jusqu'à ce qu'on ait le résultat d'aujourd'hui. Donc deux niveaux. Le premier, c'est que la société n'a pas été capable de réagir au moment où un certain nombre de dérives commençaient à s'installer dans le paysage. Deuxième niveau, c'est que les élites n'ont pas été à la hauteur de la tâche ou des attentes. Et si vous voulez que j'aille un peu plus loin sur la question, je vais quand même ne pas épargner justement les politiques. Parce que le rôle de la politique, c'est de gérer la cité. Donc si la responsabilité collective d'une société qui n'a pas pu réagir à un moment donné peut être établie dans une certaine mesure, n'en reste pas moins que les acteurs au premier plan qui ont géré le pays, qui ont dirigé l'État, eux se sont montrés malheureusement soit incompétents, soit complètement à côté. Des politiques, vous en êtes un. Dites-nous, qu'est-ce que vous apportez? Parce que ce que vous décriez, l'on le décrit surtout l'opposition politique congolaise, le décrit tous les jours, la pauvreté, le chômage et tout, mais l'alternative, en fait, les solutions apportées sont lesquelles? Qu'est-ce que la conscience libre nous apporte de nouveau, qu'on n'a pas entendu, qu'on n'a pas encore vu? Alors, vous me posez la question de savoir qu'est-ce qu'on peut apporter. Alors d'abord, il faut changer complètement de paradigme, ou le faire évoluer. Mais après, c'est une question de définition. Faire changer ou faire évoluer ce paradigme,